Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en présence, comme dirait Léonard, de mon meilleur invité, Charles Gave lui-même, et en la présence roborative ce matin du DAF, qui, ma foi, a enfin choisi son panier. Alors, on est le 14 avril, on est dans l'entre-deux tours, le bien nommé, avec effectivement ce qu'on pensait avoir, le remake du duel Marine-Macron, avec peut-être une sortie différente de la première fois. Mais avant de revenir sur ce bilan économique, parce que ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire parler Charles du bilan économique de Macron, ce qu'on a pu voir ces 5 dernières années, ce qui nous avait été promis versus ce que l'on a eu en réalité, la maison témoin versus le bouge dans lequel on a été amené. Et en même temps, en arrivant aujourd'hui, Charles, mon père, m'a dit « Écoute, il se passe quand même des choses très embêtantes à l'international dont il faudrait parler aux gens. » Donc cette émission va se faire en 2 temps. On va d'abord parler de cette actualité internationale qui nous touche forcément par répercussion, peu comme l'Ukraine nous touche, comme ces histoires-là qui se passent au Pakistan vont nous toucher, et surtout en ce que c'est le rapport des États-Unis au monde avec visiblement aussi les rapports avec la Chine dont on vous a amplement parlé aussi ici. Donc, Charles, est-ce que tu peux nous faire un petit débrief, justement, parce que c'est vrai qu'on est tellement obnubilé aussi par notre propre petit nombril d'entre-deux tours qu'on en oublie qu'il se passe des choses dans le monde, quand même aussi. Voilà, il se passe des choses dans le monde, et d'habitude, j'essaye de dire légèrement des choses sérieuses, vous savez, c'est-à-dire... Bon, c'est pas parce que la situation est désespérée qu'il faut pas rigoler de temps en temps. Mais là, j'ai pas du tout envie de rigoler, et j'aimerais beaucoup que les 5 ou 10 premières minutes, là, si vous pouviez, vous les renvoyer au maximum de gens, parce que ce qui se passe est quand même très très important. Donc, c'est aussi un appel à la diffusion large de ce que je vais essayer de dire. En France, nous sommes très mal informés sur l'international, et je voudrais essayer de replacer un peu ce qui se passe dans le monde. Et je vais commencer avec une constatation. C'est qu'aux États-Unis, au moment de la présidence de Bush le deuxième, le fils, il y a une série de gens qui ont pris le pouvoir dans la structure de pouvoir américaine qui s'occupe de politique étrangère, qui s'appellent les néoconservateurs. Ce sont tous des anciens de l'extrême gauche qui ont rejoint une politique tout à fait dangereuse. Et ces gens-là sont organisés autour d'un certain nombre de gens qui sont la famille Kagan, qui est une famille un peu spéciale, et une autre qui s'appelle Peggy Noonan, qui est d'ailleurs la femme d'un des Kagan, et qui est celle qui avait organisé le coup d'État de Maïdan contre le président démocratiquement élu en Ukraine, et c'est là que tout a commencé en Ukraine, où l'Ukraine est partie au volo. Et ces gens-là, pour ceux que ça intéresse, pour vous donner mes sources, Monsieur Kagan, Robert Kagan, je crois qu'il s'appelle, vient d'écrire un article dans le Foreign Affairs, vous savez, qui est un petit peu la revue officielle de la politique étrangère américaine, dans lequel il explique tranquillement que comme les États-Unis sont la puissance la plus importante aujourd'hui, mais qu'elle est peut-être maintenant en déclin ou mise en conteste par d'autres puissances, il est urgent de taper sur ceux qui sont pas encore arrivés au plus haut, de façon à les faire tomber quand les États-Unis sont les plus forts, quoi. C'est-à-dire de taper sur les plus petits de la cour de récré, en gros. De taper sur les plus petits de la cour de récréation, exactement. Mais ce qu'il y a d'effrayant dans cette histoire, c'est que du coup, ça justifie... Mais c'est simplement pour que les États-Unis restent les premiers, qu'ils aient pas pour tuer le candidat éventuel quand il est petit. Et donc, ils disent tranquillement que, par exemple, il aurait fallu taper sur la Russie. Mais lisez cet article dans Foreign Affairs en 2014, quand la Russie était encore faible, n'avait pas encore les armes qu'elle avait, etc. Mais le type le dit tranquillement. Donc c'est une justification de la guerre. Depuis 1945, on nous avait fait croire qu'on allait vers un monde qui allait être régi par la loi internationale, et les contrats, les traités, etc. Et on est en train de se rendre compte que cette loi internationale s'applique à tout le monde, sauf aux États-Unis. C'est un peu la thèse qu'avait défendue Monsieur Pozzo di Borgo ici, dans une émission où je l'avais interviewé sur ce qui se passe en Ukraine, et il était très compétent. Et j'encourage tout le monde. On le remercie encore d'être venu. On le remercie, mais j'encourage tout le monde à aller voir cette émission, parce que c'est un homme compétent. On a eu énormément, alors on a eu beaucoup de vues sur cette émission. Je crois qu'on en est à
presque 100 000 vues, ce qui est très bien. Mais surtout, parce que c'est moi qui m'occupe des commentaires, j'ai eu un nombre de commentaires que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que les gens qui ont vu l'émission étaient foudroyés d'intérêt et vraiment laissaient à chaque fois des commentaires disant oui, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, le jeu s'est vraiment engagé. Ça, c'est très agréable. Et donc, parce que Pozzo di Borgo a vu la diplomatie américaine à l'œuvre, puisqu'il a été aussi dans la diplomatie française en Ukraine. Donc, on voit bien ce jeu. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, le nouveau président américain a été élu, M. Biden. Tout le monde sait qu'il est gâteux, qu'il est sans espoir. Et j'en arrive à me dire, si cette espèce de camarilla n'a pas aidé à la réélection de Biden par tous les moyens, pour être certain de pouvoir faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le président... Ils ont mis en pantin parce qu'évidemment, avec Trump, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils ont mis Kamala Harris pour faire encore aussi joli. Pour un autre pantin. Et derrière, ils font ce qu'ils tirent les ficelles. Ils tirent les ficelles. Et par exemple, je vais vous dire, il y a quelques mois, vous vous en souvenez peut-être, il y avait eu une tentative de coup d'État au Kazakhstan. Vous savez, le Kazakhstan, c'est cet État qui était autrefois dans l'Union soviétique, dans lequel il y a d'énormes réserves de pétrole. C'est tous les stands qui sont en bas. Et le Kazakhstan, mais c'est le plus gros. Et là, la Russie avait envoyé quelques bataillons pour rétablir l'ordre et rétablir l'état normal. Et donc, une fois de plus, ils avaient été contrés par Poutine. La même chose s'était passée lors de la guerre civile en Russie. Pour ceux que ça intéresse, il faut qu'ils voient... pas en Russie, pardon, en Syrie. Il faut qu'ils voient l'émission qui avait été faite par Robert Dumas, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères français, dans lequel il expliquait que il y avait des gens, quand il n'était plus aux affaires, qui étaient venus le voir à Londres, quand il était de passage à Londres, pour lui demander ce qu'il penserait si on essayait de débarrasser de la famille Assad. Donc il le disait tranquillement, et que c'était des Américains et des Anglais qui venaient le voir pour lui dire mais si on organisait, il y a eu ensuite le coup d'État en Syrie, enfin la tentative de coup d'État, et des centaines, des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de morts, et voilà, et ça a été fait ensuite. Et en plus, après ça, vous avez eu l'Ukraine. Et puis où il y a eu énormément aussi de pression américaine pour qu'aucune solution ne soit trouvée avec la Russie. Et là, il y a deux événements qui m'inquiètent énormément. Le premier, ça se passe dans un endroit dont personne n'entend, je n'ai jamais entendu parler, qui est les îles Salomon. Vous savez, c'est quelque part dans le Pacifique, par là-bas. C'est vers où? Attends, parce que c'est au milieu du Pacifique, là-bas, c'est une de ces îles du Salomon. Et ils viennent de signer un accord de défense, parce que c'est au milieu du Pacifique, et donc c'est stratégique, c'est-à-dire que... Oui, ça peut être des relais pour des bateaux, des avions, on peut mettre des bases missiles, j'imagine. Etc. Et donc... ils étaient très pressurés par les États-Unis pour devenir gentils, pour suivre ce que voulaient les États-Unis, et ils viennent de signer un accord de défense avec la Chine. Ah oui. Et donc, ça va amener la Chine au milieu, mais on voit bien la bataille qui est en train de se passer là-bas. Sur le Pacifique qui est en train de se passer. Donc, une petite démocratie comme les îles Salomon a donc décidé de s'allier avec la Chine plutôt qu'avec les États-Unis. Tellement ils sentent la pression des États-Unis très forte. Et là, depuis 4 à 5 jours, vous avez quasiment un coup d'État contre le patron du Pakistan, où il y a quand même 270 millions d'habitants, qui était un énorme pays, et pour le virer. Il a été viré de façon soi-disant légale, mais enfin, il y a mais aujourd'hui au Pakistan... Et pourquoi ils l'aiment pas? Pourquoi ils veulent le virer? Parce que la veille, il était en Russie... Avec Poutine? Avec Poutine, discutant tranquillement, justement, de la livraison de pétrole, tout ça. Ah oui, donc c'est cousu de fil blanc. C'est cousu de fil blanc, donc on voit très bien ce qui se passe. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de déstabiliser tous les pays qui refusent de condamner la Russie. Mais le Pakistan, d'un côté, ça touche à l'Iran, de l'autre côté, ça touche à l'Inde. C'est un endroit extrêmement important. Je suis pas sûr, mais je crois aussi qu'ils ont je sais pas s'ils ont une frontière avec la Chine, mais je sais pas. J'ai pas regardé la carte. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis ont l'air d'être engagés dans une accélération de leurs interventions partout, de déstabilisation des pays. Et ce que je vais dire aux Français, c'est, nous avons suivi pour l'instant avec le pantin qui nous gouverne, les États-Unis absolument aveuglement, toute l'Europe l'a suivi aveuglement. Donc je dis aux gens, faites bien attention, si vous réélisez Macron, nous allons vers la guerre. C'est-à-dire que la France peut être entraînée dans des guerres, entre vous et moi. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, et ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie,
C'est un grand malheur la guerre, mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec nos intérêts français. Je ne vois pas pourquoi la France devrait défendre les intérêts impérialistes des États-Unis pour embêter la Russie qu'ils essayent de faire tomber quand elle n'est pas encore arrivée à son maximum de puissance. Donc encore une fois, dites-vous bien que si vous réalisez Macron, ça n'est pas la paix, c'est la guerre. Nous risquons d'avoir la guerre parce que cet homme suivra les États-Unis, ce qu'il a toujours fait. Donc faites attention, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et essayez de faire passer ce petit message au maximum de gens parce que c'est très important. Et est-ce que tu penses que l'Europe, von der Leyen et ainsi de suite, sont aussi soumis aux États-Unis ? Complètement. Ah oui. Complètement. Ça. Son mari travaille dans les grandes sociétés pharmaceutiques américaines. Enfin bref, oui, bien sûr. Et donc il y a quand même un il y a immense... toute l'Europe institutionnelle est vendue aux États-Unis. Bruxelles est vendue aux États-Unis. Donc en fait, quand des gens comme Darmanin vont pour nous dire oui, toute la presse, vous vous rendez pas compte, Marine Le Pen serait très proche de Vladimir Poutine. Eh ben tant mieux. Non, mais sans être... Je suis pas pour, mais elle a ni à être proche, ni à être loin. Il n'y a pas de raison que la France ait une attitude agressive vis-à-vis des gens. Il se passe quelque chose dans une partie du monde. Ben oui, on va essayer de considérer que on n'a pas d'intérêt en mer Noire, on n'a pas d'intérêt dans l'Asie centrale, on n'a pas d'intérêt. On a suivi les États-Unis comme des bœufs en Syrie avec Juppé, ce grand crétin. Et ça nous a, on s'est retrouvé avec je sais pas combien de centaines de milliers d'immigrants en Europe. Donc jusqu'à quand va-t-on accepter cet impérialisme américain ? Cet impérialisme américain qui est devenu fou. Lisez l'article, c'est absolument effrayant de cynisme et de malveillance. De malveillance. Ils sont devenus fous. Donc il faut quand même en prendre conscience, quoi. Donc le danger pour la paix, c'est pas Madame Le Pen en aucun cas, c'est Monsieur Macron, qui lui est un ancien young leader of America, qui est à Davos. Tout ça, c'est dans la même idée, si vous voulez, c'est que le monde ne doit pas être dirigé par des puissances démocratiques, mais dirigé par des technocrates qui savent ce qu'ils font. Donc, faites bien attention, on est en train, on risque de vivre des heures graves si vous élisez Macron. Je pense que de toute façon, ce sera probablement dans ces cas-là la dernière élection démocratique avant les hommes de Davos. C'est la dernière fois où l'on peut encore réagir et à mon avis ensuite le calendrier se sera tellement accéléré entre le Covid qui leur donne un potentiel de pression sur les peuples énorme, la crise énergétique qui va véritablement paupériser toute une catégorie de la population qui est déjà dans une extrême limite vers la pauvreté. On va arriver vers... on a besoin d'une guerre comme d'un trou dans la tête. Un déclassement mondial de notre rang économique qui va faire que les populations vont devenir de plus en plus fragiles parce que quelque part quand on a comme besoin d'arriver à nourrir sa famille, eh ben on n'arrive plus vraiment à réfléchir à la politique internationale et à ce qu'on devrait faire. La politique domestique. On a la tête dans le guidon, littéralement. On peut rien faire. Donc on est en train d'essayer de nous enlever nos souverainetés et le résultat final, c'est qu'on va se retrouver en guerre sans qu'il n'y ait aucun intérêt pour notre pays. Donc faites bien attention. Et je dis pas ça en plaisantant. Hein. Pour une fois, je suis pas. Non, rien. J'essaie pas de faire des. J'essaie pas de faire des blagues. On fait facilement des blagues, mais là, l'humeur n'est pas à la blague. L'humeur n'est pas à la blague. Hein. Je considère que c'est extraordinairement important. Voilà. Alors, on va essayer de revenir en étant toujours sérieux. Sur le bilan, ce qui nous avait été vendu, c'est-à-dire on nous avait vendu, encore une fois, le Mozart de la finance, et comme disait André Berkoff, on a eu le Beethoven de la dette. Non, je crois que c'est Nicolas Vidal qui avait dit ça, mais voilà, dans cette monarchie bananière qui est la nôtre, là, c'est bien de Berkoff. Alors, on nous avait vendu, encore une fois, et vous allez voir tous les ministres d'État sur les plateaux, dont Bruno Le Maire, #Bruno est un génie, sur les plateaux télé, vous expliquant que la France n'a jamais été aussi dans le vert, que tous les postes sont au vert, que tout va bien. Ce sont des mensonges. Je vous regarde dans les yeux en vous disant, ces gens-là mentent effrontément. Je suis atterrée de les voir temps après temps. Agnès Pannier-Runacher, je ne sais plus comment elle s'appelle, bon bref, vont sur les plateaux et disent des mensonges, des énormes faussetés. C'est hallucinant. Sans que les journalistes interviennent. Sans que les journalistes n'interviennent jamais. Alors on nous explique qu'on serait parfois 4e, 5e puissance mondiale. Je vous explique qu'on est 23e, hein, donc on retient ça, 23e. Parlons pouvoir d'achat.
Alors le pouvoir d'achat, normalement, on vous explique partout que votre pouvoir d'achat aurait été amélioré. Je pense que personne n'est suffisamment crétin pour le croire, parce que vous savez votre propre pognon, vous voyez bien ce que vous mettez dans votre caddie. En tout cas, si vous conduisez une voiture diesel et que vous fumez des clopes, il n'est pas monté. Hein. Ah, il n'est pas monté. Je voudrais vous dire que notre pouvoir d'achat aujourd'hui est deux fois inférieur à celui d'un Suisse. Oui. Alors qu'il était le même en 1900 quand Giscard est arrivé au pouvoir. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils gonflent la dépense publique à l'hélium de la dette. Et donc, globalement, ça donne l'impression, quand ils mettent le PIB, que ça serait à niveau. Mais si on enlève la dette, on n'a pas plus de croissance. Et évidemment, vous n'avez pas plus de pouvoir d'achat. Et alors, je voudrais ajouter quelque chose. Je l'aurais souvent dit ici, mais il faut le dire encore et le répéter. Est-ce que vous savez comment le PIB est calculé ? Parce que c'est quand même l'escroquerie du siècle, ce truc. Vous avez des entreprises qui sont dans le secteur libre, mettons, et elles créent ce qu'on appelle une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en fin de parcours, en général, elles gagnent de l'argent. Si elles n'en gagnent pas, au bout d'un certain temps, elles disparaissent, elles ont fait faillite. Donc le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées dans un pays. C'est-à-dire de ce que vous avez créé en travaillant, ce que le peuple a créé en travaillant. Mais l'embêtant, c'est qu'on ne sait pas calculer la valeur ajoutée du secteur public. Quelle est la valeur ajoutée d'un instituteur ? Je ne sais pas, et personne ne sait. Ce qui ne veut pas dire que l'instituteur ne crée pas de valeur ajoutée, ça veut dire qu'on ne sait pas la calculer. Il y a peut-être des instituteurs qui ont une énorme valeur ajoutée, d'autres qui en ont une faible, mais on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on a décidé dans la comptabilité nationale qui date des années 45 ? Pardon. On a décidé tout simplement de dire que la valeur ajoutée du secteur public, c'est la somme des salaires payés dans le secteur public. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait une croissance du PIB, il suffit simplement d'embaucher plus de fonctionnaires. Ce qu'ils font avec une maîtrise de tous les instants. De tous les instants. Et donc, on se retrouve avec, si vous voulez, la part de l'État dans le PIB. Donc, la part qui n'était pas mesurable, mais qui était nécessaire. Je ne dis pas que l'État n'est pas nécessaire, mais était de 30% du PIB au début de la présidence Giscard, et maintenant, on est à 62%. La Suisse, qui était à 30%, est toujours à 30%. Et c'est peut-être pour ça que le niveau de vie des Suisses est 2 fois le nôtre. Donc, ce qu'on fait, c'est que on emprunte de l'argent. Et ceux qui paient, ce qui n'est pas démocratique, parce que la démocratie, c'est le vote de l'impôt par les citoyens. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on emprunte de l'argent, c'est-à-dire que cette dette sera remboursée par nos enfants et nos petits-enfants qui n'ont pas voté. Donc, logiquement, la dette... Enfin, nous non plus. Personne ne nous a demandé là pour emprunter. Ah si, le budget est voté chaque année par la représentation nationale. Oui, mais la dette, le fait d'emprunter sur... Oui, mais le budget est en déséquilibre, donc il est automatiquement voté par la représentation nationale. Donc, ils votent, mais ce sont des pantins. Et puis là, les textes du budget doivent faire une pièce comme celle-là remplie de documents, des dizaines de milliers de pages, et personne n'a le temps de le lire. Personne n'y comprend rien. Une chatte, il retrouve pas ses petits. Donc, on se retrouve donc avec des gens qui tournent la démocratie et qui essayent d'acheter les voix des gens aujourd'hui avec l'argent de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et quand on voit que M. Macron n'a pas eu d'enfants, on se dit que lui, ils sont contre-fous, parce que c'est pas ses enfants ou ses petits-enfants qui devront payer. Donc, encore une fois, ces gens ne sont en rien démocratiques, ce sont des salopios, ce sont des manipulateurs, ce sont des gens qui prétendent être compétents. Et je sais pas si vous vous souvenez du débat un peu catastrophique, le premier débat, là. Mais ce qui s'était passé, c'est que M. Macron était arrivé en disant à Mme Le Pen, toute son attitude corporelle le montrait, moi je suis un type intelligent, vous êtes bête, moi j'ai fait des grandes études, vous n'avez pas fait de grandes études. Et cette pauvre Madame Le Pen s'était laissée impressionner parce qu'il n'avait pas montré ce qu'il était capable de faire. Mais au bout de 5 ans, on sait qu'il est nul. Non seulement on sait qu'il est nul, mais on sait qu'il ment, on sait qu'il est dangereux. Donc quelque part, votez pour lui. Mais il faut, et surtout compte tenu des dangers extérieurs que ça implique, il me semble que c'est inouï d'imbécilité. Dans la série aussi, ce qu'on nous avait promis et ce qu'on a eu en retour, on nous avait promis aussi une hausse de l'emploi. Ils continuent de dire qu'il y aurait une baisse du chômage. Alors, ce qui n'est pas la même chose qu'une hausse de l'emploi. Hein. Ce qui n'est pas la même chose qu'une hausse de l'emploi. Alors, cette baisse du chômage est fausse pour plein de raisons, j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, sur l'emploi, il y a eu 2 millions,
Réfléchissez ce que ça représente d'emplois en moins dans l'industrie. Il y a aujourd'hui 3,1 millions en 2021, il y en avait 5,5 millions en 1980. Depuis 2017, il y a une perte de 30% d'effectifs dans l'industrie. C'est normal si on vend à Alstom, à la casse, aux Américains. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu Lafarge, il y a eu Lafarge, il y a eu Alstom, il y a eu EDF, il y a eu, quand je pense qu'EDF, faut pas oublier que M. Macron, c'est quand même celui qui a fermé Fessenheim et qui a dit qu'il fallait faire de plus en plus de moulins à vent, ce qui est une imbécilité rare. Maintenant, il redécouvre le nucléaire, mais en fait, vous parlez d'une pensée stratégique qui, il y a un an et demi, nous expliquait qu'il fallait fermer le nucléaire, que le but c'était de fermer 50% des centrales, et qui aujourd'hui nous dit qu'il faut doubler le nombre de centrales. Mais ce type est un pantin. Et 30% en moins depuis 2017 d'emplois dans l'industrie, ça veut dire dans l'industrie des ingénieurs en moins qui sont probablement partis à l'étranger, et puis du travail qui est de la richesse pour le territoire. Mais parce que sûr. du coup... Un emploi industriel a énormément d'impact sur le reste de l'économie, alors qu'un emploi de service, beaucoup moins. Voilà, parce que ça veut dire que quand il y a des bassins industriels, autour, ça crée aussi des écoles, ça crée aussi des demandes de services, parce qu'on va avoir besoin de garde d'enfants. Des services de comptabilité, de tout ce qu'on veut. Des services de transport, donc ça permet de redynamiser, enfin de garder dynamique des régions. Or, aujourd'hui, la France, il y a toute la partie, Christophe Guilly appelle ça la France périphérique, et vous avez toute une partie de la France où vous vous baladez, je sais pas, à Auch ou n'importe où, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus rien, c'est le désert. Moi, je veux bien qu'on devienne un pays de bronze-cul et de sociétés de services avec des sociétés sur Internet, mais enfin, ça m'intéresserait quand même de conserver une industrie. Évidemment. Et quand je vois que... Surtout que si on a besoin de faire, par exemple, des choses militaires, et quand vous regardez la chose militaire, je crois qu'il y a 20 ans, on avait quelque chose comme 500 avions de guerre en état de voler. Il en reste 150. Les tanks, c'est la même chose. Et donc, quand on voit ce roquet virer le général Pierre de Villiers qui n'était pas d'accord avec lui, on se dit, mais vraiment, et mettre des béni-oui-oui à la place. Quand vous mettez des béni-oui-oui à la place des chefs de l'armée, en général, ça se termine mal. Donc moi, je veux bien, quand on m'explique, oui, mais si Marine Le Pen arrive, ça sera les invasions de sauterelles et compagnie, mais soyez quand même conscients qu'avec Macron actuellement, on a perdu 30% d'emplois dans l'industrie. Je ne vois pas comment un moulinet Jacques Vabre, en ne faisant rien, aurait pu arriver à ce résultat. Donc, même si vous mettez la plus incompétente des personnes à cette place, vous mettez Nabila, elle ne vous fera pas ça. Hein, il faut vraiment mettre du cœur à l'ouvrage pour arriver à détruire 30%. Et il faut bien se rendre compte que quelqu'un qui a été dans la fonction publique, dans les postes les plus élevés de la fonction publique, par définition, puisqu'il a choisi des positions sans risque, il est incapable de créer de la croissance, puisque la croissance, c'est l'acceptation du risque, et quand vous prenez un risque, vous prenez le risque de l'échec. Donc cet homme, à son avis, n'a jamais connu l'échec, et je crois qu'il serait temps, ne serait-ce que pour lui, de lui faire subir un échec. C'est-à-dire parce que si, par exemple, on le réélit, je crois qu'on aura quelqu'un qui n'est pas, comme on dit gentiment, tout seul dans sa tête. Je crois que cet homme n'est pas balancé. Moi, je crois qu'il a une faille narcissique. Il est rentré, c'est mon avis, hein, qu'il est rentré dans cette relation avec quelqu'un qui est sa maman, et qu'effectivement, il a été... Et d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un de très solitaire, de très seul, et qui n'a aucune perception d'autrui, aucune perception de la souffrance, qu'il est atone face aux autres. Et je pense vraiment qu'on est sur un pervers narcissique de grande ampleur. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression aussi, cet homme... Comme je l'ai dit souvent... Il n'aime pas les Français, il n'aime pas autrui. Il n'aime pas la France. Et vous remarquerez qu'il ne réussit pas à dire le mot France. Il ne le dit jamais, France. Il dit France et Europe. Il ne réussit pas à dire le mot France tout seul. C'est extraordinaire, il a une espèce de blocage. Et je trouve ça stupéfiant. Je le trouve très méprisant. Alors, parlons du déficit commercial. Alors, le déficit commercial, en l'occurrence, enfin la balance commerciale, c'est les échanges qu'on a avec les autres pays. On achète beaucoup à l'Allemagne, on achète aussi beaucoup à d'autres pays comme la Chine, mais on achète beaucoup à l'Allemagne. On a aujourd'hui, grâce à M. Macron et M. Le Maire, un déficit, c'est-à-dire qu'on est dans le rouge, de 82 milliards. 82 milliards, il faut quand même le visualiser, vous vous rendez compte, 82 milliards, juste pour vous donner une idée, en 2001, c'est pas il y a si longtemps, il y a 20 ans, notre balance commerciale était positive, de 2,2 milliards. Et positive vis-à-vis de l'Allemagne aussi. Vis-à-vis de l'Allemagne.
Donc aujourd'hui, on est déficitaire dans les échanges commerciaux. Et qu'est-ce qu'on a fait pour rétablir cette balance commerciale ? Eh bien, Macron s'est dit, tiens, quelle remarquable idée si je passais des accords à l'Europe afin de vendre notre énergie d'EDF en dessous du coup. En dessous du coup, ça me paraît une très bonne idée. Parce qu'il a abandonné la souveraineté française sur l'énergie. C'est-à-dire que nous, on avait investi, grâce à De Gaulle, grâce à Pompidou, grâce à Giscard, on avait investi dans un programme nucléaire qui tenait la route. Donc on était largement excédentaire. Et quelque part, EDF était, vous savez que le problème des systèmes électriques, c'est que de temps en temps, il y a des surcharges et que le système saute. Donc en quelque sorte, pendant les 30 dernières années, la France était l'endroit où il y avait toujours des réserves d'énergie sur lesquelles les autres pays pouvaient tirer si eux, ils avaient un pet. Mais maintenant, comme on arrive, d'abord on a fermé, il y a que 50% de nos centrales qui tournent aujourd'hui puisqu'on doit les refaire, enfin on doit les arranger, les mettre à jour. Oui, mais je te rappelle qu'on a perdu 30% d'emplois industriels, donc je ne sais pas avec qui on va les refaire. On va embaucher de l'ingénieur pakistanais, là. Ou chinois. Ouais. Et donc, on va se retrouver dans un monde où il n'y aura plus, à l'intérieur de l'Europe, de système de réserve. Et donc, s'il y a un hiver très froid, tous les pays européens vont cailler. Et c'est à ce moment-là qu'on décide d'arrêter d'importer tout le gaz russe pour faire plaisir aux Américains. Mais écoutez, moi, je sais pas, mais par exemple, si 40-50% de l'énergie en Allemagne vient de Russie, s'ils décident de ne plus acheter du tout de gaz russe ou de pétrole russe ou de charbon russe, ça c'est déjà fait, le PIB allemand va baisser de 25%. Et à ce moment-là, il y aura une récession, mais épouvantable chez nous. Donc, tout ça, c'est un ensemble de trucs. Quand ce type vous dit qu'il est compétent et qu'il a fait de bonnes études et donc il est capable de prendre des décisions, la réalité montre qu'il a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Parce que cet homme ne pense qu'à l'élection de la semaine prochaine ou à faire apparaître... Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, c'était absolument tragique. Il est quand même arrivé en disant « Oui, moi aussi je voudrais modifier la Constitution. Je pense qu'on devrait revenir à un septennat. » Bon sang se glace, c'est-à-dire et possiblement renouvelable. Donc il est déjà dans l'idée, en fait, qu'il est réélu et qu'il pourrait nous en coller pour encore 5 ans d'après. Enfin, 14 ans. 14 ans. 14 ans. Alors 14 ans de Macron, qu'est-ce qui restera ? Non, mais encore une fois... En tout cas, pas Brigitte. Dans la pauvre. Non, dans la pauvre, j'ai rien contre Brigitte, vraiment. La pauvre. Ou Jean-Michel. Oui. Non, pardon, j'ai honte. Pardon, oui, tu peux. Voilà, donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que cet homme s'est présenté sous le « faites-moi confiance, je suis compétent ». D'ailleurs, je suis compétent puisque j'ai fait les meilleures études. Et c'est exactement ce que nous disait, le général Gamelin, chef d'état-major de Foch, sorti premier de Saint-Cyr, premier d'école de guerre, et qui nous a amené au désastre. Donc, encore une fois, il n'a jamais fait ses preuves dans rien. On a mis cet homme au poste le plus difficile du monde, le chef de l'État, alors qu'il n'avait jamais rien montré. Et il est en train de nous montrer qu'en fait, il est extraordinairement incompétent. Et ce qu'il demande, c'est qu'on réélise Gamelin après la branlée qu'on avait pris en 40 par les Allemands. Ben non, on a choisi De Gaulle. C'est pas Gamelin. Et maintenant, on me dit, Madame Le Pen n'est pas compétente, mais je leur dis, elle le sait. Madame Le Pen sait qu'elle n'est pas compétente, tandis que lui, il ne le sait pas. Et c'est là où est le problème. Le fait qu'elle sache fait qu'elle va être prudente. Non seulement elle va être prudente, mais elle va s'entourer de personnes qui, elles, seront compétentes. Et c'est pas grave de pas savoir. D'abord, encore une fois, quand tu vas chercher de l'aide, il y a rien de pire que la fatuité de te dire je sais tout, fermez bien vos mouilles et de faire que des conneries. Et que tout le monde te dise, Monsieur le Président, vous êtes admirable pendant que tu fais des conneries. Quel génie. Ce que font tous les journalistes. Oh, vous nagez bien, chef. Oh, qu'est-ce que vous nagez bien. Je sais, Cruchot. Non, mais c'est une catastrophe. Alors, on a eu aussi, parallèlement, une baisse des investissements étrangers. Quand on vous dit c'est formidable, tout le monde vient investir en France, la France, on est très demandé, moins 18%, pendant que l'Allemagne n'a eu une baisse que de moins 4%. Donc ça aussi, ne vous laissez pas... Mais comment voulez-vous investir en France, en particulier l'industrie, si la rentabilité dans l'industrie en France est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne ou en Suisse ? Il faut être débile pour mettre une usine en France. Si vous êtes un investisseur, français ou étranger, si la rentabilité du capital est le double en Allemagne, vous mettez votre usine en Allemagne. Quand on avait créé l'euro, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », dans lequel je disais « L'euro va amener à trop d'usines en Allemagne, trop d'immobilier en Espagne et trop de fonctionnaires en France. »
Nous y sommes. Alors, on est aussi, justement, championne, la France, des taxes et impôts. Évidemment. Alors qu'on a un déficit monstrueux. Alors attends, parce que donc Macron nous a collé quand même, rien qu'en 2019, on a eu 5 nouvelles impositions, je te les donne. La taxe additionnelle à la taxe... en Île-de-France pour le Grand Paris. La taxe additionnelle à la taxe de séjour. C'est-à-dire que tu viens à l'hôtel, tu as une taxe additionnelle à la déjà taxe de séjour. Donc ça veut dire n'importe quelle, mais tu viens de province, tu viens n'importe où, c'est pas que les étrangers qui la payent. On a eu une taxe supplémentaire sur les hydrocarbures. On en avait besoin déjà que c'était pas assez cher, hein, donc voilà. Qui avait été mise par le génie, comment il s'appelait, Philippe. Voilà. Une redevance pour les concessions hydroélectriques. On a eu une contribution sur les sources d'eau minérale. Et, figure-toi, en 2019, une taxe de balayage, parce qu'avant ça, c'était pas balayé, visiblement. Donc il a fallu nous rajouter... La seule que je préfère, moi, c'est la taxe qui avait été mise pour financer les syndicats, qui était une contribution volontaire obligatoire. Voilà. Ça, je trouve ça au poil. Elle est... Alors, on a aussi eu une augmentation lourde de la fiscalité environnementale qui a augmenté de 7 milliards. Tout ça, c'est un poids énorme pour le contribuable. Surtout quand on sait que la France est tous les plus grands pays industriels, même si on n'est plus beaucoup, celui qui pollue le moins grâce à l'énergie nucléaire. Donc on a collé une taxe... pour un pays qui est vertueux. Pour un pays qui est vertueux. Alors que l'Allemagne, elle brûle du charbon. Ah oui. Mais ça, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et alors, on vous explique aussi que sous Macron, visiblement, les impôts auraient baissé. Alors moi, je ne sais pas où on a trouvé ça, mais les impositions directes sur les ménages sont passées de 250 milliards en 2017 à 275 milliards en 2019, soit une hausse de 25 milliards en 2 ans, le poids sur les ménages. Donc il y a eu quand même une hausse de 25 milliards en 2 ans des impositions directes sur les ménages. Donc ne me dites pas que les impôts auraient baissé sur les ménages. Non, mais il a coupé les impôts sur la fortune, sur ceux qui avaient des actions. Ça, c'était pas con, parce qu'un impôt sur le capital, c'est toujours une imbécilité. Mais voilà, quoi, c'est à peu près le seul impôt qu'il ait coupé. Donc les impôts directs ont augmenté plus vite que les revenus disponibles sur les ménages, 0,7% de plus. Et malgré la crise, les recettes de l'impôt sur le revenu des ménages augmentent beaucoup plus sur la période du dernier quinquennat. Elles étaient de 73 milliards en 2017, elles seront de 82 milliards en 2022. Donc comment tu veux, avec ça, plus une inflation, plus une hausse du prix de la pompe à l'essence, que les gens s'en sortent? Mais ils peuvent pas. Ils vivent comme des rats. Mais ça les touche pas. J'ai vu que Madame van der Linden, ou je sais plus comment... Van der Leyen. Tu penses à une yenne, c'est pas difficile. Touche un salaire de 30 000 € par mois en tant que présidente de la commission. Et en plus, ils sont pas imposés sur ça. Ah non, ils sont pas imposés. Ils ont le statut de diplomate. Ils ont le statut de diplomate, comme quand tu es en Suisse, dans les... Donc c'est 30 000 € après impôt. Mais vous vous rendez compte? Plus une retraite gigantesque derrière. Mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Eux, ils vivent bien, ils pètent dans la soie, hein. Et puis en plus, après, tu as tous tes frais remboursés, tu payes pas. Ah, bien sûr, le train, tu payes pas. Et puis si tu viens aux assemblées. Tu as des jetons de présence. Tu as des jetons de présence pour les forcer à venir, etc. Donc vraiment, on est dans un monde où il y a une petite minorité au sommet qui se targue de sa compétence, qui dit vous devez me renouveler puisque je suis compétent, et qui vous ruine. Donc, mais réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Moi, j'ai vu Bruno Le Maire passer à la télévision et dire on a une baisse de 5 milliards d'euros d'impôts sur les ménages. Mais je ne vois pas d'où elle sortirait. Il y a eu 150 milliards d'impôts en plus pour les entreprises. Non, je vais t'expliquer ce qui sort. Par exemple, tu as dit tout à l'heure que les impôts sur les ménages étaient passés de 73 à 82 ou je ne sais plus combien. De 2017 à 2019. Donc probablement ce qui s'est passé, c'est que ça aurait dû passer de 73 à 87, mais qu'ils ont coupé les impôts de 87 à 82. Et c'est ça qu'ils appellent une baisse des impôts. Ah oui, c'est formidable. C'est ça qu'ils appellent une baisse des impôts. C'est-à-dire qu'ils auraient pu t'imposer beaucoup plus, mais de leur grande montée, ils t'ont fait une petite ristourne sur l'augmentation que tu vas payer. Mais c'est ça qu'ils appellent une baisse des impôts. Tu passes pas de 73 à 60. Tu passes de 73 à 89 et ils te rendent gentiment 5, mais voilà, c'est tout. D'accord. En tout cas, les entreprises, on a 150 milliards d'impôts en plus pour elles. Voilà. Donc, encore une fois, étonnez-vous que le chômage augmente. Étonnez-vous que le chômage augmente et étonnez-vous que les étrangers viennent pas investir en France. Ben voilà. Et étonnez-vous que tous les Français se barrent. Voilà. Alors, parlons d'un sujet que tu aimes beaucoup, la dette.
La dette, c'est une imbécilité, mais encore une fois... Alors la dette, on est à 2950 milliards de dettes, donc on va dire 3000 milliards de dettes. Hein. Oui, surtout qu'il y a toute la dette qui est hors bilan, dont on parle pas, voilà, la retraite des fonctionnaires, etc. On a eu, sous Macron, attends, il faut bien le visualiser, prenez 5 minutes, 700 milliards d'euros de hausse de cette dette sous Macron. Attendez, 700 milliards. C'est très difficile de voir ce chiffre, parce que 700 milliards, tu visualises bon, pas. c'est pas, vous avez qu'à le mettre en euros et vous dire que vous aviez un revenu qui était de 2200 euros, et vous avez augmenté votre dette de 700, c'est-à-dire que vous avez dépensé 2900. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui que la France commence à emprunter pour payer ses salariés, c'est-à-dire les fonctionnaires, je crois, vers juin, c'est-à-dire que la moitié des dépenses de l'État, parce qu'on fait toujours la dette, le déficit par rapport au PIB, mais il faudrait faire le déficit par rapport aux recettes. Alors ça, on peut le faire, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, avant la crise sanitaire, on était 100% de la dette, ok. Maintenant, on est à 114%, c'est-à-dire qu'on a pris une hausse avec ces 700 milliards de 14%. Oui. C'est-à-dire qui ont été dépensés, et c'est à partir de ces 14%, parce que si on regarde les chiffres, le génie puissant, là, Bruno est un génie. Bruno est un génie, nous explique que le PIB maintenant est plus haut qu'avant la crise du Covid. C'est vrai, mais de quelques milliards. Mais la dette, pendant le même montant, est montée de 250 ou 300 milliards. Donc ça veut dire, c'est comme si une machine, pour faire de l'électricité, vous mettez 300 d'électricité dedans et ça en sort 2. C'est pas très productif. C'est-à-dire que une machine qui consomme plus d'électricité qu'elle n'en fournit, eh ben c'est exactement l'État français. Il a créé deux PIB. Tu sais à quoi ça me fait penser, la machine à café de Gaston? Oui, c'est ça. Il y avait une espèce de turbine, un truc, et ça sortait une goutte. Il sortait une goutte. Et tu prenais cette goutte et t'étais... Tu te dis, c'est quand même une certaine usine à gaz, le truc, avec une pompe... Celle qu'on a ici n'est pas tellement différente. Ah oui, normal, c'est une machine italienne. Mais une fois que ta goutte, elle sort, t'es content. Hein. Il fait du bon café. Oui, il fait bon quand il veut bien. Comme bien, mais moi je n'ai jamais réussi à en faire. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si tu te rends compte, il faut que on emprunte 1 milliard par jour sur les marchés, si on remet en termes de... Mais on ne les emprunte pas sur le marché, parce que c'est la BCE qui les achète. Alors, pour la moitié. Oui, mais pendant 1 an et demi ou 2 ans, pendant la crise du Covid, où tout était arrêté, 100% de la dette nouvelle a été achetée de tous les pays d'Europe par la BCE, c'est-à-dire qu'on a fait marcher à la planche à billets à fond la caisse. Donc, comme le disait RUF, c'est l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Eh bien, c'est ce qu'on a fait sous M. Macron, comme jamais dans notre histoire. Et après ça, on nous explique que l'inflation vient de ce salopard de Poutine. Faut pas rigoler, elle vient de nos propres imbécilités. Et alors surtout, ce qui est très grave pour moi, c'est que dans l'absolu, c'est une dette de fonctionnement. C'est-à-dire que le fonctionnement de nos institutions publiques sont tellement chers, parce que ça serait une dette encore de construction, on ferait des investissements, on serait en train de faire des barrages hydrauliques, des centrales nucléaires et tout, on pourrait se dire, des autoroutes, j'en sais rien. On pourrait dire, ok, ils font de la dette, mais ils sont en train de faire de l'infrastructure, ça va rapporter quelque chose. Pas du tout. Là, c'est pour se gratter la couenne entre eux. C'est de la dette parce qu'ils savent pas gérer, ils gèrent comme des cochons, ils empruntent, ils filent du pognon à toutes, parce qu'il faut voir un truc, c'est pendant la guerre du Covid, ça y est, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit, tu vois. Mais pendant le Covid, tous les budgets de fonctionnement des ministères, tous ont grimpé de 30%. Mais c'était trop facile. Ah bah les mecs étaient trop contents. Ils se sont dit, ah bah hop, oui, parce qu'on doit faire 3 formulaires, machin, mais tu te dis, bah vous faites quoi la plupart du temps, sinon... Et du coup, ils ont explosé tout leur budget. Ben voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé des dépenses étatiques, vous savez, c'est ce que disait Milton Friedman, il disait, il n'y a rien de plus durable qu'un programme temporaire établi par un gouvernement, quoi. Donc ils ont fait plein de programmes temporaires et qui seront encore là dans 20 ans. Alors, l'année 2020 marque le pire déficit que la France ait jamais connu. Même en temps de guerre. Même en temps de guerre. 200 milliards de déficit. Alors, je voudrais rajouter un point, c'est que vous savez, moi, mon métier, c'est d'être financier, comme vous le saviez, et les pays ne font pas faillite, mais de temps en temps, il faut appeler le FMI.
Donc, et le FMI, en général, il arrive, si vous faites là, moi j'avais un petit calcul que je faisais pour savoir les pays qui risquaient de sauter, j'ajoutais le déficit extérieur, dont Emmanuel a parlé il y a 5 minutes, et le déficit intérieur. Et si ça dépassait 10% du PIB, en général, les types du FMI commençaient à prendre leur billet d'avion. On est à 9,1. Mais pas entre les deux. Non. C'est le déficit. Si tu rajoutes le déficit du commerce extérieur, on est à 14. On est à 14. Donc on est en cessation de paiement. Et ce type vient vous expliquer qu'on est en cessation de paiement et que le futur est brillant et qu'il a fait un boulot extraordinaire. Il a fait un boulot qui mériterait la haute cour de justice, quoi. Mais clairement. Ce que je disais tout à l'heure, voilà, les dépenses de fonctionnement ont augmenté pendant le Covid de 48 milliards, ce qui n'est pas une paille. Non, c'est pas une paille, mais bien sûr que non. Et en même temps, on n'a rien fait, par exemple, pour les 53 milliards de fraudes qui étaient faites à la Sécu, d'après notre ami Charles Pratt. Et donc, non seulement ça, mais ils dépensent de l'argent comme des fous, et ils ne font aucun effort pour bien gérer les deniers publics, qui sont quand même la propriété des Français. Ils en font n'importe quoi, ils essayent d'acheter des voix avec. Mais c'est une abomination. Encore une fois, c'est une corruption de la démocratie. Filer de l'argent à des gens en espérant qu'ils vont voter pour vous, normalement, c'est passible de la Cour de justice. Alors, aujourd'hui, ils viennent en expliquant qu'il y aurait une croissance incroyable, mais il faut quand même que vous vous rendiez compte que cette soi-disant croissance, encore une fois, vient pour un tiers des dépenses publiques. Si on retire de leur calcul les frais engagés par la dette pour cette dépense publique, nous avons exactement même 0,5 point en dessous la croissance de l'Allemagne qui, elle, n'est pas gérée par les dépenses publiques, mais simplement par la croissance privée, la croissance du secteur industriel et commercial. Le poids de l'État dans l'économie est resté le même en Allemagne depuis 20 ans. Donc, les chiffres qui vous sont donnés sont les chiffres gonflés à l'hélium de cette dette publique. Ça n'est pas normal, c'est une fausseté, on vous ment. Donc on essaie ici en ce moment de rétablir la vérité parce que c'est quand même important qu'on arrête de dire que Macron serait un génie de l'économie, que Bruno Le Maire y connaîtrait quelque chose et que ces gens-là géreraient notre budget de façon pérenne et logique même. Logique. Parce que là, c'est juste une question de gérer bien, enfin en bonne ménagère. En bon père de famille, mais il paraît qu'on n'a plus le droit de le dire maintenant, bon père de famille. Vous savez, c'était une catégorie juridique, on avait le droit de faire des opérations en bon père de famille. Mais maintenant, il paraît qu'on n'a plus le droit de le dire, il faut dire en bon, je sais pas quoi. Oui, j'avais vu aussi, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire. Moi, je continue de dire en bon père de famille, puisque c'était un peu comme la veuve de Carpentras, ça fait partie des choses qu'on dit. Donc, on a quand même eu une hausse de 5 millions de fonctionnaires sous Macron. Ah, ça me paraît beaucoup, ça, non? Non. Là, je le tiens de 5 millions de fonctionnaires. Ben pourquoi pas, mon Dieu? D'où vient la croissance, bien entendu? Et le déficit. Parce que le fonctionnaire, il a d'immenses qualités. J'ai été d'une famille de fonctionnaires, donc je sais très bien qu'il y avait des gens très bien là-dedans, et qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais le fonctionnaire, il ne produit pas pour l'exportation. Par contre, il importe. Donc, si vous voulez, plus il y a de fonctionnaires, plus le déficit de la balance commerciale devient important. Alors en 2017, Emmanuel Macron avait fait une promesse, une baisse de 60 milliards d'euros de dépenses publiques, soit de la ramener à 63,5% du PIB. Il n'en est évidemment rien. En 2021, la dépense publique pèse pour 60,7% du PIB. C'est pas 63, c'était 53 avant, à mon avis. Oui, 53, 53, c'est ça, pardon. Il avait dit qu'on le baisserait à 53,5%. Et aujourd'hui, on est à 60,7. Donc, promesse non tenue. Mais d'un PIB où la part de l'État a augmenté. En plus. Donc la dette. Il faudrait faire ce calcul sur le PIB du secteur privé. Oui. Alors là, on sera, à mon avis, 74. Je ne sais pas où on est, mais c'est monstrueux. Ben on doit être à, oui, c'est ça, 75, oui. Alors, quand on vous explique aussi que le chômage aurait baissé, alors ça c'est intéressant, on a vu en début d'émission que les emplois dans l'industrie avaient baissé de 30%. Le chômage, le taux sera à 8,1, la moyenne des pays européens est à 7,3, donc il n'y a pas vraiment de quoi non plus... Se féliciter. Et ce qu'ils ont fait, c'est assez drôle, c'est que comme d'habitude, ils ont changé les modalités de calcul, c'est-à-dire que désormais, ils disent, voilà, à partir du moment où vous êtes dans un compte en formation, tu sais, on reçoit tous des appels téléphoniques pour nous demander d'être dans des comptes formation, où, en fait, ils te sortent
d'une soi-disant chômage. Tu n'es plus en chômage, tu es en formation. Tu es en formation et il te donne un petit coup. Et à ce moment-là, ça fait baisser le chômage, mais ça n'a pas créé un emploi. Ensuite, une autre chose, c'est que tu n'es plus considéré dans les chiffres du chômage quand tu es en sous-travail. Oui. C'est-à-dire que tu travailles 5 heures par semaine ou 10 heures par semaine, tu n'es pas en chômage, et alors que ça ne te permet pas de vivre. Non. On a un vrai problème, justement. Il y a une manipulation, c'est très bien expliqué dans le livre d'Agnès Vernier-Molinier, mais ça prendrait des heures c'est assez technique, mais combien ces chiffres ont été manipulés. Et en fait, véritablement, encore une fois, je ne vois pas de toute façon comment, avec une perte de 30% déjà de chiffres dans l'industrie, d'emploi, on pourrait avoir un chômage. Et puis les Français peuvent regarder autour d'eux. Est-ce que leurs enfants trouvent des boulots? Est-ce qu'ils peuvent... Rien du tout, ils sont... En plus, c'est une question de trouver un boulot, mais c'est de pouvoir en vivre. De pouvoir en vivre. Et puis, ce que moi, je vois dans ma famille, vous savez, je parle toujours de la boulangerie qu'on a dans les Pyrénées, enfin, que des neveux ont dans les Pyrénées, une boulangerie industrielle. Ils ne trouvent personne pour travailler là, parce que, dans le fond, toutes les aides bidons qu'on donne là font qu'il est plus intéressant de ne pas travailler que de travailler. Et donc, on a... C'est la vieille blague, encore une fois, de Milton Friedman. Si on paie les gens à ne rien foutre et si on taxe ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Et bien, c'est exactement ce qu'on fait en France. On taxe les gens qui bossent de plus en plus pour donner de plus en plus de subventions à des gens dont on espère qu'ils voteront pour vous. Et c'est quand même la voie vers le suicide, ça. Donc, on est dans une situation... je sais pas, tous les Français ont dû remarquer que quand il y avait une manifestation il y avait deux façons de compter. Vous aviez les organisateurs de la manifestation qui disent il y a 300 000 personnes, et vous avez le ministère de l'Intérieur qui dit il y en a 10 000. Quoi. Et ben, les Français se rendent bien compte que le chômage maintenant est calculé par le ministère de l'Intérieur. Quoi. On a 300 000 chômeurs et on nous dit qu'il y en a 10 000. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on vous ment, mais à un point dont vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Alors, et vous allez voter pour ça? Enfin. Alors j'ai une question, là je sors un peu de la thématique Macron, mais j'ai entendu récemment que dans le programme de Marine Le Pen, il était question de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. C'est une façon d'aider les plus pauvres, oui. On est d'accord. Parce que encore une fois, la bouffe, l'énergie et le loyer, c'est les postes sur lesquels on ne peut pas couper. Donc, quand ces trois prix montent de façon extraordinaire, sont toujours les plus pauvres qui en prennent le plus plein la gueule. Et donc, ce que dit Marine Le Pen, ce qui n'est pas complètement idiot, c'est au moins que l'État cesse de prendre de plus en plus, puisqu'ils prennent en pourcentage, sur ces postes-là, parce que ça rend la vie des gens de plus en plus misérable, quoi. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, sur le prix de l'essence, il doit y avoir quelque chose comme 80% de taxes en France. Oui, bien sûr. Bon, mais 80% de taxes, très bien. Si le prix de l'essence double, ça fait des rentrées fiscales qui doublent, à consommation égale. Peut-être on devrait dire, à ce moment-là, si le prix de l'essence double, on fait moitié-moitié. Il y en a moitié qui va à l'État et la moitié qui va aux gars. On baisse la TVA en conséquence, je sais pas. Ça me paraît pas idiot. Ça maintient en tout cas la capacité de vivre des gens les plus pauvres. Il faudrait aujourd'hui bloquer le prix des taxes de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État a budgété... En absolu. Dans l'absolu, en disant, voilà, aujourd'hui, 14 avril, on s'attend à X de rentrée, à jamais ça sera ça, et la hausse que vous prendrez ne sera que la hausse du prix du matériel. De la base, à ce moment-là. Il y aura une hausse de la base, mais plus une hausse de la variable. Mais tout ça, c'est des... par exemple, je sais pas... Vous avez dû remarquer ça, si vous payez votre EDF, etc. Vous payez une taxe sur la valeur ajoutée, bon, très bien. Et c'est la double imposition du Et vous payez une taxe sur la taxe. Oui. Il y a une taxe sur la taxe, c'est-à-dire qu'ils ont... Il n'y a qu'en France, on sait ça. Alors vous payez, donc plus ils augmentent les impôts, plus l'autre augmente, paf. Mais tout ça, c'est des saloperies, quoi. Pour qu'un système fiscal soit juste, disent les gens qui réfléchissent sur les systèmes fiscaux, il faut qu'il soit profond, que tout le monde paye et compréhensible. Aujourd'hui, on a un système qui est incompréhensible et... c'est injuste. Voilà, c'est injuste. On est dans un système fondamentalement injuste. Monstrueusement injuste. Est-ce que tu penses que quelqu'un aurait pu faire pire? Non. Oui, hein. Non. Est-il possible de faire pire si on s'y mettait à plusieurs? Je me dis, on aurait dû élire Mélenchon, ça n'aurait pas été pire. Ouais.
Il aurait sûrement pas déplafonné l'ISF et il aurait certainement pas sorti les actions du cadre d'imposition. Mais pour les petites gens, ça n'aurait pas changé grand-chose. Oui, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais surtout, si vous voulez, j'aurais eu quelque chose de satisfaisant, c'est que Mélenchon, c'est un marxiste, c'est un âne. Bon, donc s'il fait des imbécilités, je ne suis pas surpris. Tandis que voir des gens qui sont soi-disant compétents arriver au même résultat que celui auquel serait arrivé Mélenchon, ça c'est absolument inouï. C'est-à-dire que je me dis, mais où ils sont incompétents, où ils nous mentent, où ils nous trahissent. Mais je veux dire que, encore une fois, que la gauche la plus extrême fasse des imbécilités dans l'économie, je sais. Bah, on a l'URSS pour l'URSS, Venezuela, Cuba, tous endroits que Mélenchon adore. On s'attendait à rien, on ne peut pas être déçu. Voilà, et on n'est pas déçu en bien, mais au contraire. Mais là, c'est des gens qu'on nous présente comme des Mozart de la finance. Mais les types, ils ne savent pas jouer au piano. Je veux dire, c'est pas des Mozart de la finance, ils savent rien. Ce qui me surprend, c'est leur incapacité incroyable. Moi, ce qui me surprend, c'est à la fois leur incapacité incroyable et leur capacité à mentir face aux résultats. Je vois, moi qui suis sur les réseaux sociaux, je vois toute la journée les types passer à la télé et dire « c'est formidable, on a fait ci, on a fait ça ». Et je hurle, je dis « mais enfin, c'est faux !» Mais comment vous pouvez avoir l'impudence... Le journaliste qui est là, il dit « ah oui, c'est bien, monsieur le ministre ». Voilà, et comment vous pouvez avoir l'impudence de dire ça ? Je dis « mais enfin, j'ai des chiffres, j'ai tout, et vous me dites ça les yeux dans les yeux ?» Je dis « mais tu sais pas quoi faire ». Non, alors je réponds, quand je vois passer des posts, je réponds « mais alors oui, continue ». Et les crétins disent... J'ai encore entendu dans un dîner récemment, oui, quand même, Macron a fait du très bon boulot économiquement en France sur ce mandat. Et là, tu te dis, mais je ne sais pas par où commencer. Soit je lui balance la soupière directement, soit je me lève. Comment je fais ? Ce que tu fais, c'est tu dis, c'est admirable de voir qu'il y a des gens compétents comme vous, parce que sinon, on pourrait voter n'importe comment. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc écoutez, j'espère qu'on vous aura bien remonté le moral. On vous a pas remonté le moral, mais c'est pas souvent dans l'histoire d'un peuple qu'il y a une décision importante. Donc là, vous en avez une extraordinairement importante. Eh ben, arrêtez de voter pour ceux qui vous volent, quoi. Voilà. Arrêtez de voter pour ceux qui vous volent et qui sont des incompétents crasses. Mais oui, voilà, ils sont des incompétents crasses. C'est inouï de voir ce niveau d'incompétence dans un pays qui était réputé pour avoir des gens intelligents. Mais ils sont toujours là, hein. On en croise plein, nous. On en croise plein, on en voit plein. Oui, on en croise plein. Mais ils n'ont pas le droit à la parole. Et jamais il faudra oublier que le pire ennemi de tout citoyen, comme disait Saint-Just, c'est son État, mais que d'habitude, il y avait des gens qui protestaient comme les gens de la presse. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, la presse a été achetée. Et donc, ça laisse le peuple complètement démuni parce qu'il n'a plus personne pour porter la contestation. Et c'est là où le vrai problème de notre démocratie, c'est que la presse est devenue lâche. C'est le mot de Lassalle. J'ai beaucoup aimé la remarque que Lassalle avait fait à cette madame, comment elle s'appelle, de Malherbe. Oui, Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe. Elle a dit, vous êtes lâche. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine encore, en présence du DAF qui sent l'heure tourner. La seule chose que je veux vous dire, moi, à titre personnel, c'est que, pour reprendre la citation d'Edmund Burke, qu'on sait, nous, citer souvent, l'Institut des Libertés... Qui est le haut de l'Institut des Libertés. Voilà, qui est que rien de grave ne peut arriver dans un pays quand se lèvent les hommes d'honneur, évidemment les hommes au sens large. Donc je pense que le 21 avril, les hommes et les femmes d'honneur, j'espère, se lèveront et feront le bon choix pour notre pays, parce que je pense vraiment que c'est un tournant. Et c'est le dernier moment où on peut arrêter les hommes de Davos. Voilà, donc faites le bon choix. Et merci de nous suivre encore une fois. Merci. À bientôt.